Bonsoir à tous. Après 2 ans et demi de paralysie politique, le Liban a retrouvé un président. Michel Aoun, le général chrétien âgé de 81 ans, a été élu le 31 octobre. Il a désigné Saad Hariri Premier ministre. Alors que signifie l'élection d'Aoun dans l'échiquier politique au Liban? Quel est le climat aujourd'hui au pays du Cèdre, pays du Moyen-Orient qui compte le plus grand nombre de chrétiens, connu pour son entente confessionnelle, mais aussi très fragilisé par la guerre en Syrie? En effet, 1,5 million de réfugiés syriens vivent au Liban, soit un habitant sur 3 dans ce pays de 4,5 millions d'habitants. Alors comment le pays fait-il face? Eh bien, à l'occasion de son passage en France, j'ai la joie d'accueillir dans l'Église du Monde le Père Fadi Daouf. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes prêtre maronite, professeur de théologie politique, président, directeur de la Fondation Adiane, qui a été créée en 2006 par des chrétiens, des musulmans. Elle œuvre auprès de toutes les communautés pour construire le bien vivre dans ce pays, la paix. Vous nous en parlerez. Une première question, comment va le Liban aujourd'hui? On se demande comment le Liban fait face. On pense à l'afflux des réfugiés syriens dans ce tout petit pays. Comment se passe la vie au Liban aujourd'hui? Je pense que la santé d'un pays dépend d'abord de la santé de ses institutions publiques. Donc, dans ce sens-là, on peut se féliciter qu'aujourd'hui nous avons un président, comme vous l'avez évoqué, après 2 ans et demi de blocage quand même. Mais aussi, ça dépend de la santé de la société. Et sur ce plan-là, bien sûr, il y a énormément de défis à assumer aujourd'hui dans la société libanaise. Vous avez mentionné la question des réfugiés. Donc, un Libanais ou un résident au Liban sur 3 aujourd'hui est réfugié dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Nous sommes en hiver, donc je pense à tous les réfugiés qui sont sous les tentes avec vraiment des situations très difficiles de vie. Et puis la santé aussi de la culture, je dirais, c'est-à-dire de la conviction de toujours continuer à vivre ensemble malgré tous les défis. Ça marche encore, ça, Père? Ça marche, mais avec aussi beaucoup de risques ou de fragilités qu'il faudrait guérir et travailler dessus, mais aussi des beaux engagements, des beaux témoignages et de modèles, en fait, qui nous encouragent à continuer ce chemin. Il ne faut pas oublier que le Liban se trouve dans l'une des régions du monde la plus perturbée, la plus instable, depuis des dizaines d'années, depuis des décades, depuis la question de la Palestine, aujourd'hui la Syrie, l'Irak, l'Égypte, mais toute la région, en fait, elle est complètement instable politiquement. Et le Liban, un tout petit pays, donc aussi, il est très affecté par cette instabilité politique et même sécuritaire dans la région. On peut se féliciter et remercier Dieu que les derniers mois, je dirais, ou cette dernière année, donc on n'a pas eu de problèmes sérieux au niveau sécuritaire, alors que tout autour de nous est embrasé, la guerre syrienne. La Syrie entoure le Liban, et donc on n'est pas du tout loin de ce qui se passe en Syrie. Déjà, c'est un acquis, c'est un atout. L'armée libanaise arrive jusqu'à maintenant à assurer les frontières, d'une certaine manière, protéger l'afflux, non pas des réfugiés, mais des terroristes vers le Liban ou de l'instabilité sur le plan sécuritaire. Donc c'est un point positif. Il y a quand même des attentats. Il y a eu des attentats, mais disons avec un rythme moins important ou moins de gravité de ce que nous avons connu il y a 2 ans ou 3 ans. Donc déjà ça, c'est positif, mais on sait que tout cela reste très fragile. Malheureusement, tous ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui, presque tout, ont été en fait ceux qui ont fait la guerre au Liban, la guerre civile au Liban. Donc nous avons un establishment politique, c'est-à-dire une vieille génération qui nous avons le président du Parlement qui est là depuis 92. Et donc, il était chef de ministre, mais c'est pareil pour à peu près l'ensemble des responsables politiques. Et donc, malheureusement, nous continuons à gouverner le Liban avec une mentalité qui ne correspond plus aux enjeux et à la réalité actuelle. Donc, les responsables politiques aujourd'hui continuent à penser la responsabilité politique en termes de partage de pouvoir et des gains. Et ceci, bien sûr, dans une situation aussi fragile et aussi dangereuse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, n'assure pas, je dirais, la stabilité dont on a besoin et l'avenir. Le problème aujourd'hui, c'est que la jeune génération du Liban voit l'avenir bouché. Il n'y a pas d'horizon. Et ça, c'est le grand défi. Elle a du mal à y croire. Et à imaginer le futur avec la réalité actuelle. Et donc, avec toutes les conséquences qui viennent avec cela.
Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce nouveau président qui est effectivement sur la scène politique depuis plusieurs décennies? Alors, ce qui est intéressant, c'est un président, alors il est très âgé, mais ça veut dire aussi qu'il est très expérimenté, disons. Il connaît toute l'histoire récente du pays, il en a fait partie. J'espère, personnellement, ce que j'attends de lui, qu'il soit rassembleur, qu'il puisse rassembler, disons, la société, le pays, les décideurs politiques autour d'un projet commun. Le projet aujourd'hui ne peut pas être très ambitieux. On ne peut pas aujourd'hui rêver au nouveau Liban qu'on espère. Non, mais au moins, c'est pas possible. Je pense que dans les circonstances actuelles, ce serait très difficile. Mais au moins avoir un projet rassembleur au niveau d'assurer d'avoir des constantes, donc d'assurer ou de maintenir la sécurité, la stabilité dans le pays, de renouveler autant que possible les institutions qu'il faudrait renouveler, parce que nous n'avons pas eu aussi l'élection parlementaire. C'est-à-dire, le Parlement actuel, c'est un Parlement qui a renouvelé son mandat. Les élections législatives, ce sera mai-juin prochain? On attend, et je pense que la première mission du président, c'est de tout faire pour avoir les élections parlementaires, donc législatives, au mois de mai prochain, parce que ça serait catastrophique si le Parlement prolonge encore une fois son mandat. C'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire l'essentiel de la démocratie est aujourd'hui en cause. Donc c'est pour ça que je dis, si on maintient le minimum de la vie démocratique et de la stabilité sécuritaire, pour pouvoir relancer progressivement, je dirais, la machine politique dans le pays comme il faut. Est-ce que ça veut dire, puisque Aoun est un chrétien, que ça fait revenir un petit peu les chrétiens sur la scène politique? Alors, ça a été un long combat, en fait, pour que Aoun arrive à avoir donc, la présidence du pays comme étant, comme on le nomme au Liban, un homme fort, un chrétien qui a une force politique par derrière. Parce que c'est vrai que depuis les accords de Taïf, depuis la fin de la guerre au Liban en 89-90, tous les présidents de la République sont venus dans une sorte de compromis et qui ne représentait pas vraiment, je dirais, la majorité des chrétiens dans le pays. Oui, même si là, les chrétiens sont divisés. Bien sûr, mais au moins, c'est-à-dire son arrivée au pouvoir a été le résultat aussi d'une réconciliation impressionnante, d'une certaine manière, entre les forces libanaises, donc Jarjah et Aoun, donc, qui, malheureusement, le dernier épisode de la guerre au Liban était entre ces deux factions, c'est-à-dire l'armée libanaise représentée par Aoun et Jarjah, les forces libanaises, forces chrétiennes. Donc cette sorte de réconciliation, ou au moins d'accord politique, je dirais, parce que réconciliation, peut-être c'est encore trop dire, un accord politique entre les deux grandes forces chrétiennes, les deux plus grandes forces chrétiennes dans le pays, ça donne l'impression que les chrétiens reprennent leur place dans la scène politique libanaise. Mais je dis bien ça donne l'impression, parce qu'après, il faut de l'efficacité. Il faut voir comment ça fonctionne dans la réalité. Et rappelons effectivement qu'au Liban, c'est un régime confessionnel. Le président est maronite, le Premier ministre est sunnite, et le président du Parlement chiite. Voilà, c'est le système que connaît le Liban, qui est un peu le pacte fondateur depuis l'indépendance du Liban. Tout en étant un pays civil ou laïque, dans le sens où la Constitution n'est pas liée à une religion précise, mais il y a une sorte de répartition de pouvoir politique entre les grandes communautés pour assurer un certain équilibre ou pour rassurer aussi les différentes communautés qu'aucune n'est exclue de la vie politique. On en vient au contexte effectivement mouvementé de la région avec les effets de la guerre en Syrie. Cette guerre qui se joue aussi sur le sol libanais. On évoquait des violences qui ont pu se produire ces dernières années. On se souvient en particulier du double attentat du 12 novembre 2015 à Beyrouth. Et dans ce contexte, eh bien, les jeunes, malheureusement, sont exposés à des mouvements radicaux qui peuvent les tenter. Alors on écoute justement le témoignage de deux jeunes, Abdelrahman, un sunnite de 22 ans, suivi de celui d'Ahmad, dans un extrait de reportage. Des extrémistes musulmans sont venus dans nos maisons. Ils ont demandé aux jeunes hommes de les suivre. Un grand nombre de mes amis est parti avec eux et même moi je voulais y aller. Mais mes parents m'ont obligé à y repenser. Depuis mon enfance, le Hezbollah m'a proposé de les rejoindre, avoir mes armes, aller me battre. Maintenant, il nous encourage aussi à aller en Syrie, à aller se battre. Vous devez vous défendre, défendre votre pays. Ils ne vous obligent pas à y aller par la force, c'est une offre qu'ils vous font, vous pouvez jouer un rôle. Mes amis y ont été, ils ont appris à se battre et à se défendre. Et ils ont commencé à gravir les échelons comme lieutenant puis général. Des personnes sont mortes en Syrie, des personnes sont mortes dans le sud.
Voilà un reportage à voir en entier sur notre site internet, reportage réalisé par François-Xavier Mathieu. Père, c'est assez effrayant d'entendre ce genre de reportage où on se dit que vraiment, voilà, les jeunes sont exposés de manière très concrète, peut-être courante, je ne sais pas, à ces situations-là de radicalisation. Vous en voyez beaucoup des jeunes comme cela ? J'allais dire c'est assez effrayant, mais c'est assez beau, parce que nous avons vu 2 témoignages de jeunes qui ont été directement exposés à la radicalisation et même à la prise d'armes, donc l'engagement violent dans le conflit, et ils ont résisté, et aujourd'hui ils se retrouvent dans un groupe avec lequel on travaille, en fait, pour aider les autres jeunes, en fait, à ne pas tomber dans ce piège ou dans cette tentation. Donc ça nous montre 2 choses. La première, que l'extrémisme n'est pas loin de nous, que l'extrémisme est plus proche qu'on le pense, je crois. Et la preuve de que ça peut entrer dans n'importe quelle maison, et surtout quand on est si proche de la violence, quand on vit dans des régions, par exemple, limitrophes de la frontière syrienne au Liban, et on voit les combats autour, on est d'une certaine manière poussé par le fait que je veux défendre ma communauté ou telle autre communauté, ou je veux résister de telle manière. Et donc l'idéologisation et l'attraction des jeunes pour les prendre dans cette voie. Ça, c'est un phénomène qui est récent, vous diriez, Père ? Alors bien sûr, dans le contexte libanais, c'est très lié maintenant à la crise syrienne. Et surtout que la crise syrienne a pris des allures, je dirais, de guerre religieuse entre les 2 grandes communautés musulmanes, chiites, sunnites, même si dans le réel, en vérité, ce n'est pas vraiment le cas. Mais l'interprétation du conflit, elle se fait par le biais du religieux, ce qui attire en fait des jeunes plus facilement pour aller défendre leur foi, la religion, leur communauté. Donc, je disais, d'une part, ça montre que l'extrémisme n'est pas très loin, et il a des raisons parfois pour attirer les jeunes, c'est-à-dire il a des raisons qui peuvent convaincre les jeunes, mais en même temps que ces jeunes peuvent aussi faire l'autre choix. Si on arrive à les convaincre, comme nous avons entendu, parfois les parents peuvent jouer un rôle, l'entourage, mais aussi le travail que nous faisons sur le terrain, des associations, où on essaye d'offrir à ces jeunes une autre voie. La voie qu'on offre à ces jeunes, en fait, c'est aussi l'engagement. Parce que moi, je crois que la plupart des jeunes qui s'engagent dans des voies extrémistes, c'est des jeunes qui cherchent à faire quelque chose, qui cherchent à être utiles, à s'engager d'une certaine manière, à ne pas rester assis dans leur fauteuil, regarder l'actualité. C'est-à-dire, il y a un aspect, je dirais, qu'il faudrait prendre en compte, que ceux qui vont dans cette voie-là, d'abord, il y a une volonté d'agir. Mais au lieu qu'ils aillent dans la direction de la violence, on leur propose d'agir, en fait. Et ils agissent avec nous. Ils deviennent, en fait, des responsables de la déradicalisation d'autres jeunes dans leur société. Et donc, ce qui manque peut-être aux jeunes aujourd'hui, c'est cette proposition, ou cet espace où ils peuvent s'engager, mais pour faire le bien. Vous nous disiez tout à l'heure que cette entente, traditionnelle dans la culture libanaise, elle peut être mise à mal, ce dialogue. Vous avez 18 confessions qui sont reconnues par la Constitution, je crois, au Liban. Ouais. Mais dites-nous, est-ce que ce dialogue chrétien, musulman, est-ce qu'il est toujours possible ? Est-ce que ça n'est pas aussi une utopie, parfois ? Alors, possible, bien sûr. C'est-à-dire la raison d'être, l'exemple même de la Fondation Adiane, où les fondateurs, tous ceux qui y travaillent, sont des chrétiens et des musulmans, donc ils travaillent ensemble pour dire que ce n'est pas seulement le dialogue qui est possible. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller au-delà du dialogue. Le dialogue a joué un rôle important dans les années passées, dans le sens de rétablir la relation, parfois de guérir les mémoires, de créer des relations entre des gens appartenant à des communautés différentes, en l'occurrence chrétiens et musulmans. Mais aujourd'hui, face à l'actualité, face aux problèmes de notre monde, moi j'appelle à aller au-delà du dialogue, à la responsabilité commune, c'est-à-dire à l'engagement commun face à la responsabilité qui est commune aussi. C'est-à-dire la responsabilité de construire la paix, de construire le lien social, la cohésion sociale dans nos sociétés, d'empêcher des jeunes d'être attirés par la radicalisation et la voie de la violence. Tout cela, ce sont des responsabilités communes. Ce n'est pas aux chrétiens seuls de faire le travail, ni aux musulmans seuls. C'est en tant que citoyens, chrétiens, musulmans ou non-croyants, ou agnostiques, ou d'autres, nous devons assumer notre responsabilité. C'est peut-être une responsabilité plus importante pour les croyants parce que nous prétendons, en tant que chrétiens et musulmans, être porteurs des valeurs de la paix, de la justice, de l'amour, de la solidarité. Et c'est là où se vérifie l'authenticité de notre foi, moi je dis. En tant que chrétien, personnellement, je pense que
le défi pour ma foi chrétienne, c'est de ne pas tomber dans le communautarisme, le repli sur soi, la peur, la crainte de l'autre, le méfi, le mépris, la méfiance, et de rester fort dans ma foi, et tout en étant engagé pour le bien commun, pour la solidarité, pour la paix, pour le vivre ensemble. Ça, c'est le défi aujourd'hui de l'authenticité de la foi. Et c'est pareil pour un musulman. Et c'est pour cela, je pense aujourd'hui, dans un contexte comme celui du Liban, mais je pense aussi au contexte français ou ailleurs, une voie, je dirais, majeure pour vivre et exprimer le vécu de la foi au niveau social, c'est de s'engager ensemble face aux défis que nous confrontons dans notre société d'aujourd'hui. Et quand on voit, vous parliez de la France, nous on est dans cette crise un peu identitaire en France, mais en Europe plus largement, on fait face à l'afflux des migrants, on essaye de comprendre comment tourne le monde et aussi quels sont les effets de ce qui se passe au Moyen-Orient chez nous. Dites-nous, voilà, vous, l'identité libanaise, qu'est-ce qui fait cette identité aujourd'hui ? Permettez-moi de dire un mot d'abord sur la question des immigrés. Je lisais récemment un reportage en fait sur les débuts de l'humanité. Et s'il n'y a pas eu de migration de l'Afrique vers le Moyen-Orient puis l'Europe, il n'y aurait pas eu de population en Europe. C'est-à-dire la migration, c'est notre passé et ça sera notre futur. C'est la réalité en fait de notre vie. Bien sûr, ça ne veut pas dire que cela au prix de la stabilité des sociétés, des États. Bien sûr, ça pose d'énormes défis. Mais je ne peux pas parler de ce sujet sans penser aux 6 000 morts noyés dans la Méditerranée durant seulement 2016. C'est terrible, c'est-à-dire de penser à cette réalité. On ne peut pas fermer les yeux à cela. Sinon, des années plus tard, on va regretter et dire comment on n'a pas fait attention, comment on n'a pas assumé notre responsabilité de croyants, de citoyens, d'humanistes. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, tous les mois, on a des centaines, des milliers de personnes qui meurent noyées en Méditerranée parce qu'ils essaient de traverser cette frontière qui devient aujourd'hui une frontière, une barrière. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir toutes les frontières et accueillir tous ceux qui veulent venir vivre en Europe. Je sais qu'il y a aujourd'hui, nous vivons dans des États, il y a des frontières, il faut tout cela. Mais le Liban, 1 sur 3 de ceux qui vivent au Liban aujourd'hui est un réfugié. Ça nous impressionne. Il y a 1,5 million de réfugiés syriens, il y a un demi-million de réfugiés palestiniens, nous sommes 4 millions de Libanais, et ça fait 5 ans, 6 ans que les Syriens sont là, il n'y a eu aucun problème sérieux au niveau de la vie de tous les jours. Bien sûr, ça pèse énormément sur la société libanaise, sur l'infrastructure. Nous sommes quand même un pays qui sortait d'une guerre qui est complètement déstabilisée, mais on arrive à vivre ensemble parce que la vie est la première valeur. C'est ça qu'on peut apprendre, nous, ici ? Je pense que chacun doit apprendre de cela. Vous savez, moi, j'ai vécu ma jeunesse pendant la guerre au Liban. J'avais un barrage syrien sur la porte de ma maison parce que mes parents étaient engagés politiquement. J'ai vécu des difficultés énormes avec l'occupation syrienne du pays. J'ai perdu des gens de ma famille, des proches à cause de cette occupation syrienne. Aujourd'hui, le Syrien est réfugié chez nous. Et c'est mon devoir, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, d'accueillir, d'aider. Mais en même temps aussi, c'est le devoir politique d'un État pour organiser tout cela. Ne pas laisser les frontières ouvertes indéfiniment, sans aucune organisation, sans aucun planning. Mais c'est aussi la responsabilité de la communauté internationale d'assumer ce problème. Le problème de la guerre en Syrie, c'est un problème international. Et on ne peut pas ne pas assumer cette responsabilité internationalement. Et effectivement, ça doit être pris en compte par l'ensemble de la communauté. On en revient à ce travail que vous faites auprès des jeunes que vous voyez comme l'avenir du Liban, mais est-ce que ces jeunes, ils y croient à cet avenir ? Vous aviez l'air tout à l'heure de dire que c'était difficile pour eux. Alors, il y a bien sûr une partie des jeunes qui ne cherchent que de quitter le pays, d'avoir un visa, d'avoir une opportunité en dehors du pays, parce qu'ils pensent à leur avenir. Et ils voient que l'avenir dans la région et au Liban n'est pas très clair pour eux. Donc, il faut être réaliste. Il y a une partie des jeunes qui désespèrent, ou en tout cas qui provisoirement cherchent leur avenir ailleurs. Il y a une autre partie de la jeunesse qui est totalement incapable même d'imaginer leur propre avenir pour des raisons de pauvreté, de fragilité et d'autres. Mais il y a une troisième catégorie des jeunes qui est tout à fait consciente des défis qui existent, qui ont le potentiel et la capacité de vivre partout dans le monde et qui choisissent de rester au Liban et qui choisissent de construire l'avenir de ce pays et de le faire ensemble. Et ça, je pense que l'espoir est là. Alors, l'espoir est là. Justement, on regarde tout de suite un extrait de reportage. Concrètement, Adiane mise sur les jeunes pour construire l'avenir.
Illustration au collège international de Bourj al-Barajena, une banlieue chiite du sud de Beyrouth. De nombreux élèves que nous avons rencontrés ici ont du mal à croire en leur pays. Moi, en tant que Libanais, parfois je suis fier, parfois je ne suis pas fier. Ça dépend. Parfois, des événements se passent, des problèmes au Liban. Cela ne me rend pas fier. Mais l'histoire du pays et la fierté de ses citoyens, je partage quand même cette fierté. Malgré ces difficultés, Adiane veut éduquer ces jeunes à s'engager pour le Liban. La fondation collabore donc avec l'enseignement privé et public. Elle leur a proposé une réforme qui a été favorablement accueillie pour promouvoir la citoyenneté. Ce qu'on veut, nos étudiants, nos élèves, qu'ils aient une appartenance à leur société, à leur pays. Et c'est très important, comme ça on peut renforcer cette idée de travailler ensemble, d'apprendre ensemble. L'éducation civique sera donc bientôt enseignée au Liban. Et déjà, Adiane a implanté des clubs dans 42 lycées privés et publics pour promouvoir la citoyenneté. Donc l'éducation civique, qui va être bientôt instaurée au Liban, ça c'est un pas important ? C'est un pas décisif même, surtout que l'éducation civique dans le nouveau programme sur lequel on travaille avec le ministère de l'Éducation est basé sur un nouveau concept de citoyenneté, ce qu'on a appelé la citoyenneté inclusive de la diversité. C'est compliqué ça. C'est vrai, c'est compliqué, mais en fait c'est nécessaire parce que ça veut dire quoi ? À la sortie de la guerre, en 97, en fait, on a réformé l'éducation au Liban et on a choisi d'axer l'éducation sur le concept de l'assimilation, qu'on ne parle pas des différences pour ne pas retomber en guerre. Et donc on a gommé toutes les différences, et même presque d'une certaine manière, on a gommé l'histoire. Moi, personnellement, je dis on a construit l'éducation sur un double reniement. Le reniement de la différence, de la diversité et de l'histoire. Et notamment la diversité religieuse. Voilà. Et nous, ce qu'on a fait, en fait, pas seulement Adiane, mais la Fondation Adiane a dirigé un grand projet qui continue encore aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation et avec d'autres partenaires de penser ensemble de nouveau comment on veut éduquer la jeune génération. Et nous avons abouti à ce concept de citoyenneté inclusive de la diversité. Ça veut dire deux choses en fait. Ça veut dire aller plus loin que la tolérance, que parfois la tolérance elle est indifférente ou elle est condescendante. Que nous, on veut s'engager davantage dans la différence, c'est-à-dire que construire un partenariat. Au lieu de penser la tolérance, penser que l'autre est partenaire. Et c'est avec lui qu'on va pouvoir construire le pays. Ça passe par des actions concrètes. Des actions concrètes, mais la volonté de faire ces actions concrètes ensemble. On a mentionné les clubs, par exemple, dans les lycées. C'est des clubs où les lycées de régions différentes, donc de communautés aussi différentes, ils vont travailler ensemble pour le bien commun de la société. Donc aller au-delà de la tolérance, vers le partenariat et aller aussi vers la reconnaissance de la diversité, mais dans le cadre citoyen. C'est-à-dire que ce n'est pas la religion qui établit le cadre commun dans lequel on se retrouve, c'est la citoyenneté, c'est le pays. Mais cette citoyenneté, elle est riche de sa diversité. C'est-à-dire on n'a pas peur de dire que je suis chrétien et d'afficher sa foi, ou je suis musulman et d'afficher sa foi, mais en tant que chrétien et musulman, on se reconnaît co-citoyens, citoyens ensemble, et la responsabilité de construire ensemble ce pays. Donc c'est un peu le nouveau concept de l'éducation civique qu'on est heureux de travailler avec le ministère de l'Éducation à son introduction prochainement dans le système libanais. Alors donc, est-ce que les Orientaux, pères, qui connaissent cette coexistence millénaire avec ses forces et ses fragilités, ses défis, on l'entend bien, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre ici en France, en Europe ? Je dirais d'abord ne pas désespérer. C'est-à-dire quand on parle de l'Orient, ça veut dire que c'est une série de conflits, de difficultés. Et on peut mentionner, depuis les croisades jusqu'à aujourd'hui, on peut faire toutes les étapes des conflits et des guerres, et je pense surtout aux conflits entre chrétiens et musulmans. Mais on ne désespère pas, on veut toujours reconstruire ce vivre ensemble, cette vie commune ensemble dans nos pays. Ne pas désespérer de l'autre, et l'autre n'est pas nécessairement une menace, un problème. Ce qui est problème, c'est parfois notre incapacité de gérer la diversité. Et donc, deuxième je ne veux pas dire leçon, mais expérience peut-être qu'on peut partager, c'est être toujours prêt à renouveler la manière avec laquelle on vit ensemble, où on gère notre diversité. Parce que face à des défis nouveaux, il faudrait toujours avoir de la souplesse, de la flexibilité, de la créativité
je dirais, pour redéfinir les bases qui nous permettent de vivre où chacun aussi se sent à l'aise et complètement intégré dans sa société. Et c'est un débat partout dans le monde aujourd'hui. On parle du multiculturalisme ou de l'assimilation. Nous, on parle de l'inclusivisme, de la citoyenneté inclusive, par exemple. Parce que le multiculturalisme, ce n'est pas de vivre... On ne peut pas construire une société, une cohésion sociale en vivant les uns à côté des autres ou dans des ghettos. Et l'assimilation, bien sûr, elle a prouvé que ce n'est pas la solution. Parce qu'on ne peut pas transformer l'identité profonde des gens. Les gens ont le droit aussi de vivre leur propre identité. Mais si on offre un cadre citoyen qui assure l'égalité de tous les citoyens, mais en même temps un cadre où chacun peut s'exprimer comme il veut, et son expression peut devenir une richesse pour l'ensemble de la société, à ce moment-là, ça peut paraître un peu utopique, mais on peut y arriver avec si on se donne les moyens. Sur le plan de l'éducation, mais aussi sur le plan politique, sur le plan des relations interreligieuses, intercommunautaires, on peut y arriver. Alors ça, c'est la vision positive et sur laquelle on a envie de s'appuyer, mais il y a aussi la réalité avec des phénomènes de violence ici, des actes terroristes, on les a bien vécus. C'est là la responsabilité des États. Oui. C'est là la première responsabilité des États. Je pense que ce n'est pas de gérer la diversité, mais c'est d'assurer la sécurité et un espace commun où les citoyens entre eux font de leur diversité quelque chose de beau. C'est pas l'État qui pour moi, c'est pas l'État qui dessine l'identité des gens. L'identité des gens, elle est déjà là. Mais cette identité, elle s'enrichit par le lien social, par le vécu, par l'interculturel, par l'interreligieux, par l'engagement citoyen. Cette identité peut s'exprimer et s'enrichir. À l'État d'assurer un cadre d'abord sécurisé qui met en dehors de toute capacité de nuire tous ceux qui veulent nuire aux autres, à la société, mais aussi de donner la chance à tous ceux qui veulent contribuer à leur société, de pouvoir contribuer, d'apporter ce qu'ils ont de beau pour la société. C'est peut-être ce sur quoi on a des efforts à faire alors. Merci beaucoup, Père. Merci de nous avoir apporté votre témoignage, décryptage sur la situation au Liban. Et bien sûr, on suivra avec attention ce qui se passe dans votre pays dans les prochains mois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Au revoir.